Je suis instinctive. Parfois, je suis invincible. Et d'autres, je suis tellement fragile. Je suis un peu bordélique, mais en même temps très centrée, très équilibrée. Qui je suis? Je suis Alice Taglioni, enfin je crois. Oui, oui. Et je suis encore plus Alice Taglioni maintenant que je fais de la musique, même si j'en ai toujours fait, mais que je délivre cette partie de moi. Je suis chef pâtissière. Je suis tombée dans la pâtisserie toute petite parce que mes parents étaient boulangers-pâtissiers, mais à côté de ça, c'est pas forcément un métier qui m'a attirée tout de suite. Le côté très inné de la cuisine, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascinait. Cuisiner sans forcément peser, c'est un truc que je déteste en pâtisserie. Ici au San Régis, on crée un goûter sur plusieurs étapes. C'était vraiment une demande des propriétaires Sarah et Zeina Georges, c'est faites ce que vous voulez, mais on a envie de choses partagées. Et c'est ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant et ce que j'ai gardé parce que je trouvais que l'idée était vraiment canon. Dans cette émission, je vous propose une expérience sensorielle. Déguster des gâteaux parmi les meilleurs au monde sur un air de piano. Pour cela, je vous emmène dans les cuisines de la pâtissière Jessica Prealpato, après avoir rencontré Alice Taglioni, qui se dévoile plus intime que jamais, non pas sur grand écran, mais dans son premier album musical. À la fin de l'émission, un coup de cœur consacré à l'art abstrait africain. Ça se passe à la galerie Persson. On connaissait Alice Taglioni, la comédienne, on découvre la pianiste. Le piano, il a toujours été là, bien avant le cinéma. Oui, depuis, ouais, je suis pas née avec, mais c'est moi qui suis allée vers cet instrument, toute petite. Donc je pense que c'était instinctif, c'est reconnu, vraiment. Donc j'ai passé ma vie avec ce piano qui, même quand j'ai arrêté d'en faire tous les jours au conservatoire, ne m'a jamais quittée. Mais du coup a pris une autre place qui était plus personnelle. Je jouais du piano quand je voulais, je faisais ce que je voulais, je composais si je voulais, je déchiffrais. Moi, j'avais une passion pour le déchiffrage. Je déchiffre plus de partitions que je ne lis de livres. Le titre de l'album ADN est celui du premier single, Hypersensible. On dit déjà long sur votre manière d'appréhender la musique, sur l'intime qui se dévoile. Qu'est-ce que vous avez eu envie de révéler de vous-même avec cet album? On me connaît sur quelque chose où souvent on projette ce qu'on imagine de moi ou ce que je peux dégager par rapport à une image, à des rôles. Donc là, c'est tout sauf une projection qu'on peut avoir de moi. C'est vraiment... Je délivre qui je suis, même si c'est de façon très inconsciente, même si dans les notes, je ne montre pas forcément les choses en me disant « tiens, c'est qui je suis », mais je pense que forcément, c'est lié à une sensibilité qui m'est propre. Alors, il y a un titre, notamment, qui s'appelle « Mon roi », oui. où vous chantez. Oui. Ça a été vertigineux de chanter, de se placer derrière un micro? Non, en fait... c'est venu très vite, la composition, avec la voix. Vers 20 ans, je me rappelle, première peine de cœur, je me suis mise à mon piano, et comme ça, il y a des paroles et des mélodies qui sont arrivées, différentes, et des textes. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à écrire des chansons. Donc vertigineux, je sais pas, mais libérateur. Pareil, libérateur, avec un truc dans le corps. Je me rappelle, quand j'étais au conservatoire, il y avait une chorale, et
chantait Carmen. Et donc moi, j'étais dans les chœurs et j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais retrouvé depuis dans le corps. Quelque chose qui me transportait dans une espèce de bonheur ultime, de transe de bonheur. Et j'avoue que je ressens ça quand je chante. Voilà, c'est encore autre chose. C'est des choses qui se passent dans le corps. De toute façon, je te croirais pas. Tout ça, c'est pareil, je sais. C'est des jolies histoires. T'inquiète pas, je t'en veux pas. Raconte-moi que c'est moi la reine, que toi tu es mon roi. Il y a un espace créatif où l'on s'expose davantage encore, c'est l'écriture. En 2023, vous avez sorti un roman qui s'intitule Un papa vivant. Alors l'histoire, et là je vais prendre un énorme raccourci, c'est celle d'un enfant qui a envie de ressusciter son papa. Vous vous êtes inspiré de votre propre histoire, mais c'est important pour vous de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie. Non. Pourquoi être allé dans la fiction? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la fiction? Elle permet justement, c'est marrant parce que la musique, l'écriture, le théâtre, déclamer des textes qui ne sont pas forcément les nôtres, ça permet justement de tout dire sans avoir l'impression de trahir quelque chose, surtout quand on est pudique, sans avoir ce sentiment d'étaler un peu les choses de sa vie. Donc un roman, il y avait ce côté aussi cinématographique. Ce serait possible de le faire au cinéma. Ça raconte une histoire, et ça raconte une histoire évidemment qui m'est très, très, qui est pas très proche, mais qui était importante pour moi. Voilà, donc l'écriture, encore une fois, c'est pas se cacher derrière quelque chose, mais il y a quand même toujours ce support. On ne va pas s'attarder sur votre filmographie parce que ce n'est pas le propos de cette interview, mais je suis quand même très curieuse de savoir ce qui vous a séduite dans l'aventure de la série Lucky Luke qui est sortie cette année. Ça fait appel aux souvenirs d'enfance. Moi, je vois tout de suite l'étagère avec les vieux Lucky Luke un peu abîmés. C'était beau, c'était coloré, c'était Lucky Luke, c'était ce personnage. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et donc, c'était super dans ce Lucky Luke-là. Il y a une présence féminine qui est très importante. Et moi, mon personnage, qui s'appelle Charlie, est vraiment une femme forte. Je cherche ma mère. Elle a été enlevée. Tu vas la revoir, je te le promets. C'est super à faire, quoi. On fait du cheval, on tire au pistolet. C'était un peu un rêve d'adulte qui retourne l'enfance, quoi. On se rend à présent au très chic hôtel San Régis où Jessica Préalpato réinvente le goûter comme une expérience gastronomique à part entière. Sacrée meilleure pâtissière au monde en 2019, elle a bouleversé les codes avec sa philosophie de la desseralité, des desserts moins sucrés, plus végétaux, où le produit est roi. Aujourd'hui, elle publie un livre, Empreinte, et nous ouvre les portes de sa cuisine. Jessica, au cœur de votre ouvrage, il est question du vivant, des producteurs, des saisons. C'était important pour vous de ne pas parler uniquement du goût? Oui, c'était important parce que pour moi, c'était vraiment tout le cheminement que j'avais commencé à mettre en place du temps du Plaza Athénée avec Alain Ducasse, où on avait toute cette démarche qui était vraiment le sourcing, le produit, le producteur, et remettre vraiment ça au centre de l'assiette. Le goût est important aussi, on ne le laisse pas de côté, mais c'est vrai que c'était pour moi la base, c'est de savoir d'où ça vient, comment ça pousse, qui les récolte, qui les ramasse aussi et qui nous les envoie. Donc pour moi, c'était important vraiment d'avoir tout ce lien avant de pouvoir proposer des recettes et de mettre le goût en avant. Ouais. Vous venez de parler d'Alain Ducasse, justement, avec lui, vous avez inventé ce concept de desseralité. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans l'assiette? Alors, dans l'assiette, la desseralité, c'était quelque chose de très brut. Voilà, vous repartiez du produit, le produit brut, à quoi ça ressemble, quel goût ça a. Et après, à côté de ça, on vient le sublimer. On n'allait pas poser le pamplemousse comme ça dans l'assiette avec l'amertume, l'acidité, mais on essayait vraiment de garder ces saveurs-là et de pouvoir les travailler de différentes façons pour que ça devienne vraiment accessible et agréable aux clients. Et à côté de ça, la saison était très importante aussi. C'était ce concept de dessert mélangé à la naturalité. Voilà. Et donc, on ajoute peu de choses. Peu de sucre, en tout cas. Oui, après, quand il y en a besoin, on en ajoute. Oui. On va pas se mentir, parce que ça reste un produit d'assaisonnement, mais on va le travailler différemment. Ici, au San Régis, vous proposez un goûter en plusieurs séquences. On n'est pas loin de l'expérience gastronomique. Oui, je suis née là-dedans, donc j'ai continué ici au San Régis en créant des étapes. J'avais du mal à me dire, voilà, on va créer un goûter, on va poser un stand sur la table avec tous les gâteaux. Déjà, je sais pas faire de petits gâteaux individuels, c'est pas du tout mon univers.
Et donc, du coup, on a recréé toutes les séquences. Et c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, qui sont cuites à la minute. Le dessert assiette est dressé à la minute. Il y a de la glace, il y a des sorbets. Ouais, Il y a combien de séquences? Il y en a 4. Wow. Et ça se passe bien. J'imagine. J'ai l'impression que ce qui existe déjà ne vous intéresse pas tellement. Non. Non, déjà non, parce que c'est pas forcément vraiment la pâtisserie qui va le plus m'éclater. Enfin, retravailler ou recréer une tarte au citron, revisiter un Paris-Brest, je vais très vite m'ennuyer. Mais par contre, c'est vrai que je vais aller chercher les petites choses qu'on connaît pas. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire découvrir aux clients, alors oui, une façon de pâtisser sans doute, mais aussi de nouveaux produits que les gens connaissent pas forcément. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Qu'est-ce qu'on va préparer de bon? On va préparer un petit sablé à la farine de châtaigne et miel de châtaignier. Donc il y a un goût vraiment assez boisé, tu vas voir, au niveau de l'amertume. Ouais. C'est assez simple, donc on va mettre d'abord la farine et je vais la mélanger avec du beurre. Et on va attendre que ce soit bien sablé. Donc tu n'aimes pas compter, tu n'aimes pas peser, mais là tu as pesé quand même. Ouais, on est obligé de poser un petit peu. Il y a des recettes où je suis quand même assez réglo dans les clous au niveau des pesées. Une fois qu'on a rajouté le sucre et que c'est bien sablé, on va ajouter l'œuf. Là, le mélange commence à être bien homogène. On va la mettre entre deux pâtisses sulfurisées. Après, on va les mettre en cuisson au four. D'accord. Voilà, tu vois, là, ils sont cuits, donc on les a laissés refroidir. Alors, nous, on adore ça. Dès que c'est un tout petit peu brûlé, il y a ce côté un petit peu toasté et assez sympa, du coup, de la farine de châtaigne qui ressort. D'accord. Donc, par-dessus, on vient ajouter du miel de châtaignier, des petites graines de sarrasin. Je goûte alors. Avec plaisir. C'est bon parce qu'on a le côté très farineux du sarrasin. Et c'est le vrai que côté la farine de sucré salé, châtaigne, tu ressens ouais. un petit peu, c'est hyper bon. Notre coup de cœur est consacré à la Galerie Persson, qui inaugure un nouvel espace avec une exposition consacrée à l'abstraction dans la création africaine contemporaine. Rencontre avec un galeriste qui défend une scène artistique en pleine effervescence. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Vous défendez depuis longtemps les scènes africaines contemporaines. Qu'est-ce que ces artistes ont à apporter, en particulier au langage de l'abstraction ? Alors ces artistes africains, ils apportent à l'abstraction beaucoup de narration. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que très souvent, il y a des tableaux qui semblent abstraits, mais qui en réalité racontent une histoire. Et que parfois, cette histoire, on ne la comprend pas, mais plus par ignorance de la culture africaine. Et c'est ce qu'on a voulu montrer au travers de cette exposition. Ce qui est frappant dans cette exposition, c'est que ces œuvres abstraites, elles ne sont pas seulement esthétiques. Derrière, il y a toujours une mémoire, une tension politique. C'est ça qui vous intéresse ? Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse notamment avec cet artiste de l'Ouganda, Joseph Ntensibé, c'est qu'il souhaite témoigner de l'évolution de la nature en Ouganda, qui est un pays avec une forêt qui est très, très attaquée par les activités humaines. Et donc, ce que lui fait, c'est qu'il va en forêt et donc il prend des croquis de la nature et ensuite il les peint sur ses grandes toiles. Et donc, il veut témoigner justement de cette nature qui est en train de disparaître. Et donc, c'est ce qui va rester en fait de cette forêt. Peut-être de 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle aura disparu, mais on aura ce tableau qui restera. Chez les artistes africains, il y a aussi souvent beaucoup de spiritualité. Oui, exactement. On retrouve aussi cette spiritualité avec cet esprit animiste des choses visibles et invisibles, avec notamment ces oiseaux que l'on ne remarque pas au premier abord et qu'on ne remarque que si on se pose et qu'on regarde la toile. Donc il y a toujours un double message comme ça qui est intéressant. Alors moi, mon regard, il est tout de suite attiré par cette œuvre-ci. Oui, je comprends. J'hésite un peu. J'hésite entre le monde aquatique ou alors l'intimité de la femme, la féminité. Oui, c'est ça, c'est un peu les deux justement, et le travail de cet artiste, c'est aussi en hommage à l'environnement, et c'est la raison pour laquelle elle utilise des déchets pour réaliser ses créations. Et ces éléments que vous voyez ici, en dépit des apparences, en fait, ce sont des hauts de bouteilles en plastique qu'elle a découpés, et ensuite c'est enrubanné avec des fils de soie comme ça, ce qui donne un aspect qui est très, très vif et très lumineux. Et donc, ensuite, l'interprétation est libre. En effet, vous pouvez voir des coraux, mais vous pouvez voir aussi des parties du corps. Et donc, l'idée de cet artiste, c'est aussi de montrer que préserver la nature, c'est aussi respecter les femmes. Donc, finalement, tout ça, c'est un cercle vertueux en permanent lorsqu'on s'intéresse justement à son travail. Je vais aller jeter un œil à toutes ces belles pièces que vous exposez. Merci beaucoup, Christophe, Avec pour cette plaisir. visite. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.